Donc, bonjour à ceux qui sont en train de nous rejoindre. Je vous propose de commencer ce webinaire consacré à la responsabilité élargie producteur. Merci à ceux qui nous rejoignent effectivement de couper leur micro et caméra pour améliorer la bande passante et l'écoute de chacun des participants. Le déroulé de ce webinaire va se faire en 2 parties. On va vous présenter le contexte réglementaire de cette REP. En une vingtaine de minutes, on pourra prendre quelques questions-réponses après ce contexte réglementaire et ensuite, on aura une présentation de chacun des 3 éco-organismes qui sont labellisés pour accompagner la filière bois et récupérer les déchets bois. Ils ont 10 minutes chacun. On va enchaîner ces 3 présentations, puis on pourra prendre des questions-réponses qui seront destinées à l'ensemble des éco-organismes ou à l'un d'entre eux, selon les besoins. Donc je vous propose de commencer tout de suite sur le contexte réglementaire et je laisse la parole à madame Gilbert-Poussy. Je laisse aussi d'ailleurs le partage d'écran. Merci beaucoup Anaïs. En attendant, donc bonjour à toutes et tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire sur la REP. Donc Marine Gilbert, je suis responsable de secteur sur les produits bois au sein de Valobat, l'un des éco-organismes agréés sur la filière bois. Et bonjour Arnaud. Bonjour Monsieur Blanchard que je ne connais pas encore. Voilà, je vous ai donné la Ah, ça y est. possibilité de partager votre écran, donc je vais vous laisser effectivement dérouler la présentation. Bonjour. Très bien. Alors, un instant. Est-ce que... Pourquoi? Bon, je vais partager tout mon écran. Et puis, voilà, partager. Et voilà, je vais mettre en partage d'écran pour que ce soit mieux votre plein écran. C'est bon, vous le voyez tout ça? Très bien. Donc, c'est parti pour effectivement recontextualiser un petit peu cette REP bâtiment dont vous avez tous entendu parler, qui évolue aussi, qui va se mettre en place très prochainement. Donc, de quoi on parle quand on parle de la REP bâtiment? On parle de REP PMCB, REP pour responsabilité élargie du producteur, PMCB pour les produits et matériaux de construction du bâtiment. On aime bien les acronymes. Concrètement, qu'est-ce qu'une filière REP? C'est lorsqu'il y a des problématiques de gestion de déchets sur une filière en particulier, les pouvoirs publics vont en fait considérer les producteurs de ces matériaux comme responsables de la fin de vie du produit et ces producteurs vont pouvoir déléguer cette obligation à des éco-organismes qui vont mettre en place des systèmes de gestion collective des déchets pour cette filière-là. Donc, en 2020, les pouvoirs publics ont décidé, ont voté la loi anti-gaspillage et économie circulaire et donc ont décidé d'instaurer une filière REP sur les produits et matériaux de construction du bâtiment. Donc, vous le voyez, il y a différents textes qui régissent cette filière et la spécificité de la filière REP sur le bâtiment, c'est que c'est la plus importante à ce jour qui est en train d'être créée, puisqu'elle vise à, in fine, gérer plus de 46 millions de tonnes de déchets qui sont générés chaque année dans le bâtiment. Donc aujourd'hui, il existe déjà plus d'une vingtaine de filières REP en France sur l'électroménager, sur le mobilier, sur les déchets diffus spécifiques. Et là, on est en train de mettre en place une filière sur les produits et matériaux de construction du bâtiment. Elle se répartit en 2 catégories d'agréments. Une catégorie pour tout ce qui va être produits inertes et minéraux et une autre catégorie d'agréments qui va concerner les produits bois et qui concerne aussi tous les autres produits qu'on peut retrouver dans un bâtiment, les laines minérales, tout ce qui va être isolant, tout ce qui va être tube en plastique, etc. Alors concrètement, comment ça fonctionne une filière REP? Sur la filière du bâtiment, l'enjeu, c'est effectivement de pouvoir mettre en place ce système collectif de gestion des déchets et ça va avoir un impact sur l'ensemble de la filière. Pour les fabricants de produits et matériaux de construction, parce qu'ils vont être considérés comme responsables de la fin de vie de leurs produits et vont devoir s'acquitter d'éco-contributions pour déléguer cette responsabilité à un éco-organisme.
Pour les distributeurs aussi, puisque eux aussi sont metteurs sur le marché et qu'ils vont pleinement participer à la, mise en place de tout un maillage territorial de, points de reprise qui permettront à terme, de, pouvoir, reprendre gratuitement les déchets triés issus du secteur du bâtiment. Et puis l'éco-organisme va aussi faire le lien avec, les acteurs du chantier, qui vont pouvoir, voir leurs déchets être repris, gratuitement progressivement et puis, les acteurs du recyclage. Alors vous allez me dire pourquoi une REP, sur, la filière bois? Hem, Aujourd'hui donc, la pourquoi il y a une pourquoi il y a une filière REP qui est en train de se mettre en place? La première raison, c'était pour, notamment lutter contre tous les, dépôts sauvages, qui peuvent avoir lieu en France, en rendant la collecte et la gestion des déchets progressivement, des déchets triés progressivement sans frais. Améliorer le taux de collecte, de ces déchets, pouvoir, optimiser la traçabilité aussi, savoir vers quel exutoire, ces déchets vont être amenés. Et pour les produits bois, on a effectivement des gros enjeux sur, le recyclage, sur la réutilisation de tous ces produits et le réemploi, de sorte à vraiment créer une économie circulaire dans le secteur du bâtiment et redonner de la valeur à tous ces déchets bois. Je vais venir après sur, justement sur les différents chiffres et les différents objectifs qui, concernent, la filière bois. Donc petit aparté, quand on parle de déchets bois, on ne parle pas des déchets, générés dans le cadre de votre activité de scierie, de, fabrication de charpente. On parle seulement des déchets bois qui sont générés dans le cadre de chantiers, de construction, de rénovation et de démolition. Heu, vos déchets, vous les gérez, ce sont des produits connexes que vous savez valoriser. C'est pas les éco-organismes qui vont venir, les collecter et les valoriser. C'est bien pour, les déchets de, chantier. Et donc sur la filière bois, alors effectivement, il y a déjà, un taux de recyclage des déchets, qui sont collectés. Après, il y a encore une partie des déchets qui, lorsqu'ils sont mis dans des bennes en mélange, ne peuvent pas être, triés ensuite et donc valorisés et donc qui finissent encore, en enfouissement. Et donc le cahier des charges des éco-organismes vise à ce que, d'ici, la fin de l'année 2027, qu'on passe d'un taux de recyclage des déchets bois qui est actuellement de 41 à 45 et que, sur la valorisation énergétique, on passe du taux actuel à un taux de, 45. Je vais pas aller dans le détail de ce schéma, c'est pas du tout l'idée, mais c'est pour vous présenter effectivement, les objectifs de la filière, avec aussi des forts objectifs, sur, le réemploi des matériaux de construction. Aujourd'hui, on est à un peu moins de 1 de réemploi et les objectifs d'ici, la fin de, notre agrément, c'est d'arriver à 4 de réemploi des, matériaux de construction avec certainement plein de choses à faire, sur les produits bois qui sont structurels. Donc qu'est-ce qu'un PMCB? Comment on sait si, justement on doit contribuer à la filière REP, du bâtiment? La première question à se poser, c'est, «Est-ce que mon produit fait partie de la liste des produits, assujettis et à quel stade de transformation il en est?» Donc cette liste des produits, elle a été, elle a été donc, récemment publiée, par, les pouvoirs publics. On a eu la version, définitive jeudi dernier. Jusqu'à présent, les éco-organismes se basaient sur une version qui datait, d'octobre et là, sur les produits bois, il y a eu, des évolutions, notables, sur, les produits assujettis. Finalement, il y avait un petit peu 2 options sur les produits bois. Soit on considérait que, la charpente, le mur à ossature bois était le produit fini, heu, tel qui, heu tel qu'il est, installé, dans un bâtiment et donc c'était, ce produit-là, qui contribuait donc a priori plutôt les fabricants de murs à ossature bois et les fabricants de charpente. Ou alors on remontait plus en amont et voilà, et il y avait un deuxième scénario qui pouvait être que c'était les éléments constitutifs de la charpente, qui sont assujettis. Donc dans la première version,
on était sur, la première option, où c'était, la charpente, c'était les murs à ossature bois et dans, l'avis aux producteurs, donc la liste des produits assujettis, qui a été, publiée, en début de cette semaine, heu, il s'avère que, les produits assujettis sont remontés, à l'échelle des, éléments de charpente. Donc vous voyez la liste finalement, Allô? des pro ah, il y a un micro qui est Oui, ouvert, hein, bonjour. si quelqu'un peut Oui, bonjour monsieur, vous allez bien? et Depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Désolée, je ne trouve peut-être pas qu'il y a un qui Oui, a le micro qui micro peut être ouvert à coupé. part, vous. oui, oui, Heu, Il y a pas la oui, vous avez pas la main? Attendez, c'est moi qui ai la main? non, 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 c'est bien moi qui ai la ouais, main, c'est juste que je ne trouve pas le C'est micro vous? qui est ouvert. ouais. Très Alors je bien. vais juste couper le son pour tous et Marine, je vais vous demander de réactiver le vôtre. Ouais, très bien. Voilà, ce sera effectivement un petit peu mieux et je me remets dessus. Donc à ce stade, voilà, les produits qui sont assujettis, vous les voyez à l'écran, c'est, l'ensemble des produits et des matériaux de construction, bois qui sont destinés à être incorporés, installés ou assemblés de manière permanente dans un bâtiment ou utilisés pour l'aménagement, lié à son usage sur le terrain d'assiette. Donc tout ce qui va être terrasse, par exemple, ça fait partie de la REP. On va retrouver donc les éléments, constitutifs de la charpente, le lamellé-collé, le CLT, le bois de process structurel, les éléments de plancher, les éléments de mur à ossature bois, tout ce qui va être, revêtement de mur, sol, plafond, donc les lames de lambris, le parquet, le plancher, le plâtelage, c'est aussi intégré dans la REP et puis voilà, tous les produits profilés, moulures et cetera. Donc ce qui veut dire qu'il y a certains produits que les scieurs notamment peuvent commercialiser qui sont pas assujettis, au stade de transformation auquel ils les commercialisent. C'est le cas notamment pour les carrelets, pour les lamelles et les plots, puisqu'ils vont être transformés ensuite en des produits, plus complexes. Aussi, il y a des produits bois qui sont pas concernés par la REP bâtiment parce qu'ils sont pas et ils ont pas de destination, le bâtiment, c'est le cas des traverses ferroviaires et puis, aussi, il y en a certains qui ne sont pas destinés à rester de manière permanente. C'est, finalement des outils de construction comme, le bois de coffrage, de l'emballage comme la palette et puis, aussi tout le bois qui est destiné à intégrer un ouvrage, de génie civil ou, des chantiers de travaux publics ne sont pas assujettis puisque la REP bâtiment, c'est, uniquement pour, le bâtiment. Donc c'est, entre éco-organismes, on est en train de mettre en place des règles, de déclaration, d'harmoniser des règles de déclaration pour que ce soit bien les mêmes pour tous les, acteurs de la filière bois. Donc une fois que j'ai identifié si mon produit était dans la liste, la deuxième question qu'il faut se poser, c'est: «Est-ce que c'est moi qui en suis le producteur, le metteur sur le marché? Est-ce que je vais, devoir adhérer à un éco-organisme? Est-ce que je suis responsable de mon produit?» Il y a, 3 possibilités finalement, qui font que vous êtes considéré comme metteur sur le marché. La première, c'est, vous êtes un fabricant basé en France et vous vendez le produit qui est dans la liste, en France. C'est une REP qui est nationale. À ce moment-là, vous êtes considéré comme metteur sur le marché. La deuxième possibilité, c'est vous êtes, importateur, de l'un de ces produits. Là aussi, ce sera à vous de le déclarer et vous êtes considéré comme son metteur sur le marché. La troisième, la troisième, la voilà, le 3e cas de figure qui se pose, c'est si vous vendez, le produit à votre marque, dans ce cas-là, vous êtes également considéré comme son metteur sur le marché. Par exemple, des négoces, ils peuvent se retrouver metteurs sur le marché, responsables du produit, en cas d'importation et en cas effectivement s'ils distribuent le produit à leur marque. Et donc, une fois qu'on a déterminé si on est metteur sur le marché, de l'un des produits qui est dans la liste assujettie, vos obligations, ça va être d'adhérer à l'un des éco-organismes agréés. On est sur une filière concurrentielle, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est 3 éco-organismes à présenter quelles sont les, solutions et offres, de chacun, à déclarer, le volume de mise sur le marché, annuel, à vous acquitter d'une éco-contribution pour chacun de, ces produits, que vous mettez sur le marché et puis après, ça, c'est à la main des éco-organismes qui peuvent vous demander de,
refacturer le montant de l'éco-contribution de manière visible, sans remise possible. Et derrière, ce que ça va te permettre de mettre en place, c'est justement, tout un système de collecte et de gestion des déchets sur, les chantiers qui font, plus de 50 m3 de, déchets et puis une reprise gratuite des déchets triés sur, les chantiers qui sont, inférieurs à 50 m3 de déchets. Pour les distributeurs, je ne sais pas s'il y en a dans la salle aujourd'hui, il y a, donc ils sont concernés à 2 titres par la REP bâtiment. Premièrement, s'ils sont considérés comme metteurs sur le marché pour les produits d'importation et les produits qu'ils vendent à leur marque, alors même chose, ils adhèrent à un éco-organisme, ils doivent déclarer leur mise sur le marché, s'acquitter d'une éco-contribution et la refacturer. La deuxième obligation, ça concerne notamment tous les points de vente qui sont supérieurs à 4 000 m², qui vont avoir l'obligation de mettre en place des points de reprise à partir de 2023 et de 2024. On pourra rentrer dans les détails, si besoin, pour justement collecter, les déchets triés des détenteurs de déchets, alors sous plein de conditions, vous pourrez le voir. La dernière spécificité de, cette filière, c'est que, on est sur un déploiement qui est progressif de la filière bâtiment, qui a été souhaité en fait par, les pouvoirs publics pour avoir, une éco-contribution qui augmente progressivement et qui soit, soutenable au démarrage de la filière. Donc en 2021, on a eu le décret. 2022, on a eu le cahier des charges qui fixe en fait quels sont les objectifs des éco-organismes et auxquels les éco-organismes agréés ont répondu. En 2023, on démarre. En ce moment, pour être transparente avec vous, se pose la question de, la REP est censée commencer, au 1er janvier 2023. Il y a des, discussions en cours, pour, un démarrage, au 1er mai 2023 sur la facturation des éco-contributions. On pourra y revenir. Et donc, par rapport à ce qui va vous intéresser, c'est en 2024, on va mettre en place ce qu'on appelle des éco-modulations. C'est le fait de, moduler à la hausse ou à la baisse le montant des éco-contributions en fonction de critères environnementaux qui seront déterminés par, les éco-organismes. Et puis les éco-organismes vont prendre en charge de plus en plus d'actions en termes de plus en plus de coûts en matière de collecte et de gestion des déchets, ce qui fait que mécaniquement, le budget de la filière augmente et que donc c'est répercuté, sur, les éco-contributions en conséquence. Voilà un petit peu pour, cette introduction très brève, sur, la REP, bâtiment. Est-ce qu'il y a, des premières questions? Oui, merci beaucoup Marine. Je me fais l'écho des questions qui ont été notées. Si besoin, vous pouvez aussi lever la main pour prendre la parole directement et revenir au micro. J'en ai une éventuellement. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter et poser votre question, s'il vous plaît? Oui, Yann Dubois, Maison Dubois. Je suis charpentier, constructeur bois. Dans la discussion, vous parlez des gens qui font du mur ossature bois, qui sont concernés par la REP. Par contre, j'achète du madrier, j'achète ces choses-là. Visiblement, c'est le sieur qui paye la REP. Et attention, effectivement, c'est, qu'il y a eu une évolution justement dans la liste des, metteurs sur le marché qui sont, enfin, des produits qui sont concernés par la REP bâtiment. C'est plus le mur à ossature bois, mais les éléments constitutifs du mur à ossature bois, qui sont assujettis dans le cadre de la REP bâtiment. Ce qui fait que, en fait, vos, différents produits, a priori, seront déjà porteurs d'une éco-contribution. Donc, Donc, nous, on n'a rien à faire de plus. sauf si vous êtes importateur de produits, dans ce cas-là, c'est vous qui en êtes metteur sur le marché. Ok. Alors, vous parlez d'une date au 1er janvier et éventuellement 1er mai. Je pense qu'il faut être clair. Le 1er janvier, personne ne sera prêt puisque c'est la 3e réunion que j'ai depuis, allez, on va dire un mois. J'entends 300 cloches différents puisque les textes ou les lois changent depuis. Rien n'est clair. Donc, faut être clair tout de suite. Le 1er janvier, on ne peut pas être prêt. C'est pas de vouloir, c'est qu'on peut pas. Je pense que même vous n'êtes pas prêt.
Alors nous, on est prêt à intervenir, on est prêt à mettre en place, la filière, au 1er janvier, ça, c'est pas un problème. En revanche, effectivement, il y avait eu des échanges, il y avait eu une annonce de Bruno Le Maire, sur un potentiel, pas décalage, mais en tout cas sur la possibilité pour les TPE, PME, de pouvoir se mettre en conformité, jusqu'au 1er mai. Depuis, il y a des échanges et là, ça va être, acté. C'est à la main des éco-organismes et ça va être acté, voilà, dans les semaines, dans la semaine. Arnaud, si tu veux intervenir? Juste rapidement pour effectivement compléter, et je laisserai peut-être Denis compléter. En fait, il y a le côté politique important, effectivement, et il y a le fait que cette filière se mette en place au 1er janvier 2023. Et ensuite, il y a la mise en place réelle dans la vraie vie par rapport à l'accompagnement qu'on peut avoir de vous, metteurs en marché, ou vous, utilisateurs du service. Comme vous l'avez dit, monsieur, les textes sont assez longs à sortir. C'est une habitude, hein, on le sait. Pour ceux qui ont plusieurs filières à leur actif, on sait que malheureusement, les sujets, quand on met quelque chose d'aussi novateur en place, se croisent, s'intercroisent, etc. Donc, du coup, le point de vue politique, c'est que ça démarre au 1er janvier et tout le monde est prêt. Effectivement, les éco-organismes sont prêts. Toutefois, ce n'est pas nous qui devons être prêts, c'est vous. Et donc, on est en train de travailler et certainement que vous allez recevoir d'ici fin de semaine un courrier pour vous informer que collectivement, les éco-organismes ont la main sur un sujet et un seul sujet qui est la mise en place de l'éco-contribution, donc de la facturation. C'est le seul sujet sur lequel on a réellement la main. Et donc, sur ce sujet-là, on a un accord, comme on l'avait annoncé il y a quelques semaines ou quelques mois, hein, en disant que de toute façon, oui, c'était un sujet de compétition, la conquête des metteurs en marché, mais qu'on n'était pas non plus complètement débile, et qu'un des sujets, c'était la date de démarrage, et que la date de démarrage, elle serait forcément commune. Donc, du coup, on a eu le temps de discuter, d'échanger, de prendre des réalités, notamment la réalité de la distribution négoce, etc. Et donc, on arrive sur un terrain d'assiette qui dit que le 1er mai, finalement, c'est la bonne date. Par contre, passé le 1er mai, il n'y aura plus de sujet, puisque du coup, aujourd'hui, normalement, on aurait dû être pris pour le 1er janvier. Nous sommes prêts maintenant. Faisons en sorte que les metteurs en marché qui vont sélectionner tel ou tel éco-organisme soient prêts pour le 1er mai. Il y a du travail et c'est pour ça qu'on est très heureux de cette présentation. Merci à Aura, parce qu'il y a énormément de travail à réaliser. Du coup, une fois que vous aurez fait votre choix, à tous les trois, heureux de vous accompagner le mieux possible. Et merci de cette question. Je vous remercie et je me permets d'enchaîner du coup sur une autre question qui a été posée concernant justement les négoces. Est-ce que la contrainte des 4000 m², alors il me semble que de tête d'ailleurs c'est 4000 m² de surface de vente de produits matériaux de construction, hein, on est bien d'accord? Est-ce que cette contrainte des 4000 m² est applicable même aux négoces grand public? Tout à fait. 4000 m², c'est, surface de vente, les stocks et la cour des matériaux pour les produits, bâtiments. D'accord, merci. Et une autre question sur, alors c'est pas une question, c'est plutôt, une info, comme je la lis, d'un fabricant de menuiserie PVC et bois et effectivement, la fédé du BTP est en attente sur le statut des artisans fabricants au sujet de la REP, vous confirmez? Donc c'est aussi un arbitrage qui est dans les tuyaux? Ah, ça a été arbitré aussi dans la liste des produits assujettis qu'on pourra vous renvoyer. Ouais. Les menuiseries sont bien assujetties au stade de, la fenêtre, par exemple, et de la porte. Donc menuiserie PVC et bois, c'est dedans. Denis, Arnaud, je vous regarde, vous confirmez? Il y a pas de doute là-dessus. Très bien, merci. Est-ce qu'on peut prendre peut-être une dernière question, une ou 2 dernières questions? Si quelqu'un, a une question, je peux laisser ouvrir son micro. Ou si ça semble très clair, tant mieux, merci beaucoup. Ce que je propose aussi, c'est effectivement de renvoyer l'avis au producteur que vous nous avez transmis, qui sera fourni avec le replay, hein, de ce webinaire, pour que justement ces informations de quels produits sont assujettis à quel, moment de transformation soient bien claires pour tout le monde. Je vous propose donc de passer à justement la présentation, de chacun des éco-organismes.
par facilité, j'allais dire, on va faire ça dans l'ordre alphabétique. Du coup, je vais donner la parole et le partage d'écran en premier à Écomaison. Donc, Monsieur Blanchard, je vous retrouve dans ma liste. Je vous donne le partage d'écran et je vous laisserai présenter Écomaison. Très bien, merci Madame Lafont. Bonjour à toutes et à tous. Merci Marine pour cette première présentation générique. Ça va me permettre de passer rapidement sur quelques éléments que j'avais imaginés. Donc pour ma part, je suis donc Denis Blanchard, je suis le responsable de la filière bâtiment et brico-jardin chez Écomaison. Voilà. Alors, si je fais ça, est-ce que vous voyez mon partage là? Pas encore. Vous m'entendez? Oui, Non, on pas vous encore. entend, on vous entend. Par contre, on ne voit pas votre partage. C'est bon, là, ça a l'air de se mettre en place. Voilà, on voit votre écran. Il est juste pas encore en grand écran, donc si vous voulez bien. Voilà, parfait. Là, c'est bon? Très bien. Ok. Voilà, donc 2 mots simplement. Écomaison, c'était Écomobilier et qui est devenu Écomaison. Écomobilier, ça fait 10 ans que Écomobilier collecte et traite les déchets d'équipements d'ameublement au travers un maillage. Hein. On est présent sur le territoire au travers presque 6000 points de collecte et 600 sites industriels. Et c'est plus d'1 million de tonnes qu'on collecte tous les ans et qu'on valorise. Et parmi ce 1 200 000 tonnes qui sont collectées au travers de cette filière et cette REP pour les déchets d'équipements d'ameublement, effectivement, Marine y faisait référence. Le principe des REP date maintenant d'il y a plus d'une vingtaine d'années avec Éco-emballage à l'époque. Ça a été décliné sur plusieurs secteurs et Écomobilier a depuis 10 ans eu l'occasion d'exercer cette activité d'éco-organisme autour de l'ameublement. Et sur ce 1 200 000 tonnes, il faut savoir qu'on collecte aujourd'hui, on valorise presque 800 000 tonnes de bois. Rapidement, je passe sur la constitution d'Écomaison avec un comité matériaux bois spécifiquement, puisque le bois, on va en retrouver sur toutes les filières qui composent Écomaison, non seulement sur le meuble, mais bien sûr sur le bâtiment, le brico-jardin, et de manière beaucoup plus anecdotique sur les jeux et jouets, puisque là, ce sont les 4 périmètres sur lesquels Écomaison est agréé aujourd'hui. Ça, rapidement, ce sont les partenaires qui ont rejoint aujourd'hui Écomaison. Pareil, je passe rapidement compte tenu du temps dont on dispose. Pour revenir sur la stratégie et le positionnement d'Écomaison et développer spécifiquement cet aspect-là, l'ambition d'Écomaison, c'est clairement, de par la multitude, les 4 agréments dont dispose aujourd'hui Écomaison, c'est de pouvoir proposer un guichet unique et derrière ça, avoir une forme de simplification par rapport à l'accès aux différents TREP, puisqu'on va le voir et on va pouvoir l'évoquer peut-être derrière un certain nombre de questions derrière, mais il n'est pas exclu qu'on soit régulièrement sur des zones de chevauchement, si ce n'est de chevauchement, en tout cas d'articulation entre les différents périmètres, parce que parfois un matériau, il peut glisser vers la filière du bâtiment, mais il peut aussi glisser vers la filière de l'agencement, de l'ameublement. Ça peut glisser aussi vers d'autres filières qui sont à la marge. Donc, dans notre vision globale, nous, notre ambition, c'est de simplifier le dispositif en proposant naturellement aussi des outils tirés de notre expérience autour du mobilier qui soient simples d'accès et d'utilisation. Naturellement, proposer un maillage et qui soit efficace pour aller collecter, puisque Marine l'a rappelé également, mais la finalité de cette éco-participation, naturellement, au bout du bout, c'est d'améliorer les taux de collecte et de recyclage. Et pour ce faire, ça passe par un maillage qui soit le plus efficient, le plus efficace, le plus accessible, notamment pour les artisans. Et notamment en direction de ce public, on propose un dispositif, un petit logiciel qui permet à l'artisan de localiser les points d'apport sur lesquels il va pouvoir apporter ces différents flux. Et ce dispositif permettra aussi aux points de collecte de tracer les apports qui se feront sur ces différents sites. Puis enfin, et c'est, j'allais dire, un point assez essentiel, puisque c'est le bout de la chaîne, c'est la finalité, c'est la mise en place de filières de recyclage effectives.
Et là, aujourd'hui, je vous parlais de 800 000 tonnes qui étaient recyclées sur la base des bois collectés au travers de la filière ameublement. Eh bien, la perspective d'élargir ce gisement, c'est aussi la perspective de mettre en place des filières françaises encore mieux installées et puis d'envisager toute l'innovation qui va autour des nouveaux débouchés et de la massification que l'élargissement de la filière va permettre. Puisque nous, notre ambition, c'est de raisonner sur la partie aval, de raisonner par matériaux et non plus par origine. C'est-à-dire que notre position sur les points de collecte, nous, ce sera très clairement de communiquer sur une benne bois. Une benne bois et non pas une benne bois provenant d'un chantier, d'une benne bois provenant d'un agenceur, d'une benne bois provenant d'aménagement d'un jardin. On sera dans une logique de benne bois, qui, à notre sens, est de nature à être mieux compris par les utilisateurs et les apporteurs sur ces points de collecte. Bon, je ne reviens pas là-dessus. Marine a largement développé ce qui est présent dans l'avis aux producteurs. Et puis, si en plus vous partagez sur le sujet, enfin, vous partagez l'avis aux producteurs dans les éléments que vous allez transmettre aux participants, je ne reviens pas sur la nature des produits qui sont concernés, produits et matériaux concernés par le périmètre de la REP PNCB. Pareil, sur la partie définition réglementaire, Marine a largement développé le sujet. Sur la partie éco-participation applicable aux matériaux bois, nous, dans notre grille de tarifs, j'ai pris l'exemple du bois massif ou assimilé, on a un tarif à la tonne ou au mètre cube, hein, donc c'est 4 € la tonne, le mètre cube, excusez-moi, ou 8 € la tonne. Pour tout ce qui est panneaux de process et MDF, on est sur des tarifs différenciés parce qu'on n'est pas sur les mêmes hypothèses de densité. Et donc, on reste sur un tarif de 8 € la tonne. Par contre, on est sur un tarif de 5 € et de 5,84 € pour le MDF. Voilà pour les… Mais là aussi, je passe rapidement. Tous ces éléments, naturellement, sont disponibles sur le site et vous pouvez les partager, les creuser davantage. Mais les ordres de grandeur, c'était pour vous donner des ordres de grandeur aujourd'hui de nos tarifs sur le bois massif assimilé, 8 € la tonne ou 4 € du mètre cube. Là, de la même manière, il y a une grille des tarifs qui est disponible en ligne sur nos sites, sur notre site, qui vous permet de voir comment on retrouve les différentes catégories, les différentes familles qu'on a fait et pour lesquelles on a proposé des tarifs en face, toujours de manière à coller au plus près à la réalité de la recyclabilité, on va dire, des produits en question. On a un outil en ligne qui permet de faire des simulations, un générateur de code. Ce code, une fois généré, permet d'accéder à un tarif. Et demain, suite à une adhésion, on a la possibilité de vous accompagner pour l'encodage, pour établir une correspondance entre vos références, nos références et le tarif. Ce qui permettra par la suite d'intégrer dans vos outils de facturation les références tarifaires en correspondance avec vos références. Voilà, donc c'est un outil, simplement, le générateur de code, c'est un outil de correspondance, si vous voulez. Une nuance par rapport à ce qui vient d'être exposé, c'est le mode de fonctionnement de déclaration. Nous envisageons de fonctionner sur un principe de déclaration trimestrielle à terme échu. Donc, l'idée, c'est de demander aux metteurs sur le marché, nos adhérents, de nous faire une déclaration trimestrielle nous permettant d'établir une facturation sur le réel et non pas de se baser sur une projection, une simulation. Donc voilà l'ambition, en face les codes et les tarifs qu'on vient d'évoquer, eh bien, mettre une quantité et ce trimestriellement, ce qui nous permettra d'établir une facture au trimestre et ainsi être sur, on va dire, il y a une forme d'avance que l'on fait sur cette perception de l'éco-participation. Le bonus et les primes applicables pour vos produits, ça c'est quelque chose de partagé. Plus les produits ont des caractéristiques de type potentiel de recyclabilité, réemployabilité, intégration de matières vierges, ça permettra dans un second temps de revoir les éco-participations naturellement à la baisse, sachant que si on intègre l'ensemble de ces trois critères, eh bien, il y aura une révision, une baisse, une décote, un bonus plutôt qu'une décote appliquée sur les barèmes. Naturellement, toutes ces informations sont disponibles sur un portail digital
accessible aujourd'hui. Là, c'est sur les modalités. Ça, c'est sur la répercussion. Là aussi, on l'a évoqué. L'idée, c'est que le metteur sur le marché, on lui demande de répercuter ligne à ligne la part de l'éco-participation, sachant que cette exigence n'est pas répercutable sur l'étape suivante. C'est-à-dire que vos clients auront l'information, mais eux-mêmes, dans le cadre de leur facturation à leur client final, n'auront pas à détailler ligne à ligne, mais simplement en bas de facture, en pied de page, d'indiquer que les matériaux auxquels ils ont eu recours ont contribué au cours de leur chaîne de valeur à l'éco-participation. Donc voilà, ça c'est… Et effectivement, Arnaud le rappelait, on est bien conscient qu'il faudrait quelques mois en début 2023 pour notamment vous permettre d'intégrer dans vos outils de facturation ces modalités de refacturation. Et je pense que voilà, les éco-organismes ont parlé d'une seule voix sur cette possibilité et qu'il y aurait d'ajourner au 1er mai la perception des éco-participations et la facturation, sans remettre en cause la date d'adhésion au 1er janvier, puisque là aussi, ça a été rappelé, les pouvoirs publics se sont positionnés assez fermement la semaine dernière au travers un courrier du ministère pour rappeler que la date du 1er janvier restait la date absolument réglementaire pour adhérer. Donc, tous ces éléments, vous le retrouverez sur notre site avec le guide de l'adhérent, la grille tarifaire, le générateur de code et puis, le cas échéant, un configurateur qui permet de générer les codes en masse. Deux mots peut-être sur l'industrie du recyclage du bois. Je l'ai évoqué, hein, c'est un peu plus de 800 000 tonnes de bois aujourd'hui, avec deux filières, la valorisation énergétique et puis une filière plutôt bois de process, où on intègre, comme vous le savez, dans notamment les panneaux de particules, du bois issu du recyclage des meubles. Notre ambition à horizon 2027, c'est de mettre sur le marché du recyclage près d'1,6 million de tonnes de bois. Ce qu'on estimait être à ce moment-là, qui serait de l'ordre de 25% du gisement total des déchets de bois en France. Et cette volumétrie va nous permettre d'adresser un public industriel qui va permettre lui de se projeter. Et puis, c'est aussi un élément important de notre histoire, c'est l'innovation autour de cette filière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a travaillé ces 10 dernières années sur le fait de trouver de nouveaux débouchés, parce qu'au fur et à mesure que les collectes augmentent, il faut aussi savoir diversifier les débouchés. Et c'est là que ce numéro 2 que je vous partage, on a ces dernières années travaillé à de nouveaux procédés de recyclage et de valorisation du bois issu des déchets d'ameublement. Alors, ça passe par la fabrication de pellets ou de gazéification. Bref, des réflexions assez vastes autour de l'innovation et de développement de nouvelles filières. Je vérifie l'heure. Je vais devoir vous couper, Monsieur Blanchard, mais c'est bon, je vois que vous êtes à peu près dans les temps. Merci beaucoup. Je laisse vos coordonnées s'afficher, bien entendu. Merci pour cette présentation. Donc, comme convenu, hein, je vais faire passer vos collègues et on pourra prendre de nouvelles questions à la suite de la présentation de chacun des éco-organismes. Du coup, je vais pouvoir passer… Je vous remercie pour votre écoute. Très bien. Je vais pouvoir passer la parole et le partage d'écran donc à Valdelia. Si je vous retrouve dans la liste, excusez-moi, il faut que je retrouve votre… Hop. Paniquez pas, ça va bien se passer. Non, je ne suis pas très paniquée, mais normalement, c'est bon, vous pouvez partager votre écran ou l'application que Alors maintenant, vous du voulez coup, de c'est votre moi qui vais écran. paniquer. C'est ça. En tout cas, on vous C'est moi entend. qui vais paniquer parce que oui, j'entends bien. Donc bonjour messieurs, dames, enchanté de vous rencontrer. Arnaud Imberdros, président exécutif de Valdelia, et du coup, je vais vous présenter les quelques éléments clés effectivement de l'offre valdélienne. Et a priori, on n'arrive pas à mettre en full screen. C'est bon. Là, je vois votre présentation. Et du coup, ok. C'est une nouvelle application et du coup, c'est un peu nouveau. Parce que moi, mon métier, c'est le déchet, c'est pas forcément l'informatique. Du coup, enchanté. L'idée, c'est, du coup, je pense qu'on va peut-être faire un peu plus court que 10 minutes parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, sur lesquelles on ne va pas forcément revenir systématiquement. Vous l'avez compris, une application certainement de l'éco-contribution au 1er mai 2023.
C'est un sujet qui est important. Il ne faudra pas louper cette date du 1er mai 2023. Donc, effectivement, une adhésion des metteurs en marché qu'on attend en masse avant le 1er janvier 2023 pour faire preuve de déférence auprès des pouvoirs publics et surtout être en capacité de vous accompagner au mieux, comme mes collègues l'ont dit. L'objectif des éco-organismes, c'est bien de venir vous accompagner au mieux de la compréhension de cette difficile réglementation. Alors, quelques éléments factuels sur Val-d'Hélias. D'abord, on est le petit cousin d'Éco-Maison aujourd'hui, puisque nous avons été créés à la même période sur la même filière, la filière des déchets d'éléments d'ameublement. En 2012, ce qui s'est passé, c'est tout simplement que le législateur a décidé d'avoir deux dispositifs différents. Un dispositif à destination des ménages, du B2C, et donc la création d'écomobilier, éco-maisons sur la capacité de mettre en place des dispositifs auprès des collectivités territoriales pour collecter les déchets des ménages. Et un deuxième dispositif plutôt orienté vers les déchets des professionnels, avec une demande des pouvoirs publics à l'époque qui n'existait pas, qui était de pouvoir collecter directement en pied d'immeuble les produits en fin de vie, et notamment les mobiliers en fin de vie. Et c'est ce qui va faire la caractéristique de Val-d'Hélias, c'est cette capacité servicielle à aller collecter directement en pied d'immeuble l'ensemble des produits et donc de construire une offre servicielle de collecte, de réemploi, de réutilisation et de recyclage directement à destination des professionnels. Alors, je vous dis ça en préambule parce que finalement, ça a une importance dans cette filière produits, matériaux, construction, bâtiment. On n'est absolument pas du bâtiment. Nous sommes des gens du déchet. Et l'idée de la mise en place d'un dispositif REP, c'est quand même d'être en capacité de finalement être dans la mise en place de dispositifs qui vont permettre du réemploi, de la réutilisation et du recyclage de la matière. Et donc, plutôt une orientation des dispositifs du déchet pour bien comprendre comment on est en capacité de mettre en place ces fameux dispositifs. Val-d'Hélias s'intéresse à la filière PMCB depuis maintenant 3-4 ans, tout simplement parce que dans nos collectes naturelles, dans les produits que nous collections avant 2019, eh bien, nous avions très souvent des interrogations de la part de chefs de chantier, notamment qui nous disaient c'est super, vous récupérez les mobiliers d'agencement, est-ce que vous ne pouvez pas récupérer le plancher technique? Ne pouvez-vous pas récupérer telle ou telle porte en bois? Tout simplement parce que la qualité du service que vous nous apportez, on aimerait bien l'avoir sur d'autres produits. Donc, l'OAGEC étant mise en œuvre en février 2020, on s'est effectivement positionné sur cette filière, tout simplement parce que certains de nos metteurs en marché étaient aussi metteurs en marché de produits, matériaux, construction, bâtiment, notamment les agenceurs. Certains d'entre vous font certainement de l'agencement de mobilier. Et de l'agencement de mobilier, très souvent, vous passez sur l'aménagement complet du lieu, que ce soit un lieu tertiaire ou un lieu de vente, etc. Et de l'autre côté, nous avions un certain nombre de détenteurs de produits en fin de vie qui nous posaient la question. Alors du coup, ça veut dire quoi d'un point de vue purement pratique? Ça veut dire en fait que Val-d'Hélias va déployer deux dispositifs de collecte. Parce qu'effectivement, on va vous parler d'argent et je vais vous parler d'argent, je vais vous parler d'éco-contribution. Mais l'éco-contribution, son objectif, ce n'est pas juste de payer la dîme et en fait de dire c'est bon, je suis adhérent, derrière, je respecte mon obligation réglementaire. On va dire que ça, c'est le produit minimum que tous les éco-organismes vous offrent. Et puis derrière, en fait, l'éco-contribution, notre vision chez Val-d'Hélias, c'est que cette éco-contribution, elle sert à déployer dès 2023 des dispositifs de collecte, de réemploi, de réutilisation et de recyclage. Deux dispositifs pour ce qui nous concerne. Je vous l'ai dit, notre spécialité, c'est pratiquement et uniquement les déchets détenus par les professionnels. Et dans les professionnels, on a une typologie de professionnels qui va nous interpeller de façon très particulière, ce sont les artisans. L'objectif pour Val-d'Hélias, c'est bien d'être en capacité, au moment où l'artisan payera au travers de ses achats l'éco-contribution, qu'il puisse au même moment disposer d'un système qui va lui permettre d'évacuer ses produits en fin de vie. Marine vous l'a dit, chute de pose, et puis chute de dépose, parce que quand on est charpentier, ça nous arrive de refaire une charpente qui est plutôt ancienne. Et donc, on va avoir ces produits qui vont être finalement réemployés, réutilisés et recyclés. Deux dispositifs pour Val-d'Hélias, je vous l'ai dit. Le premier, c'est la collecte directe en chantier. Nous savons le faire, nous le faisons depuis plus de 10 ans. Les matériaux qui sont consignés, qui sont dans la catégorie 2, sont des matériaux que nous connaissons. Aujourd'hui, ce sont des matériaux qui existent dans le mobilier. Proportion un peu différente, mais pour ce qui concerne
le sujet qui nous occupe ce soir, c'est-à-dire le matériau bois, bah, aucun souci, puisque comme notre confrère Écomaison, nous le traitons depuis plus de 10 ans. Et effectivement, nous avons mis en œuvre un certain nombre de dispositifs de réemploi, de réutilisation et de recyclage sur ce matériau. Pourquoi la collecte en chantier est importante? Cette collecte en chantier, pour nous, elle est importante pour 2 raisons. La première, c'est qu'il vaut mieux collecter très rapidement les produits lorsqu'ils ont été déconstruits, tout simplement, ou lorsque ce sont des chutes neuves, tout simplement parce que ces produits vont pouvoir avoir un meilleur recyclage dès lors qu'on a été en capacité de les collecter, de les séparer. C'est la fameuse distinction des 7 flux où on va vous demander, pour avoir accès à cette collecte gratuite rapidement, une distinction par matériau majoritaire et donc, notamment dans votre cas de figure, une benne de bois sur chantier. Le fait de l'apporter directement sur chantier, je vous l'ai dit, ça va nous permettre d'avoir un meilleur recyclage matière et puis ça va aussi nous permettre de déployer des dispositifs de réemploi et de réutilisation parce que oui, aujourd'hui, un certain nombre de dispositifs existent, particulièrement dans votre région, du côté de Grenoble. On a des organisations, des entreprises de l'économie sociale et solidaire qui ont aujourd'hui ouvert des matériothèques sur lesquelles on peut trouver des produits de bois, des produits qui vont peut-être être redécoupés pour redonner d'autres typologies de matériel. On va prendre une poutre mètre qu'on va venir redécouper, qui va venir donner des tasseaux. Eh bien, ça existe et ça nous permet en fait de développer ce réemploi et cette réutilisation. Et donc, la collecte en chantier va nous permettre en fait de vraiment mobiliser ce dispositif-là. Le deuxième dispositif qui va s'adresser à une population beaucoup plus éparse et qui est le fameux dispositif de point d'apport volontaire, c'est un dispositif que nous avons voulu chez Vallelia multiple. Multiple parce que nous allons avoir une catégorie et une typologie d'artisans aussi relativement multiples. Alors, ces dispositifs, c'est quoi? C'est d'abord le réseau de la distribution négoce. C'est d'abord en fait le magasin sur lequel vous allez passer pratiquement tous les jours en tant qu'artisan pour venir chercher le matériel que vous allez mettre en œuvre. L'idée maîtresse, c'est de dire qu'à partir du moment où vous venez une fois par jour pour récupérer du matériel à prendre pour le mettre en œuvre, eh bien, c'est beaucoup plus simple pour vous d'avoir à disposition des contenants pour déposer le matériel que vous auriez soit eu en tant que chute de pause sur votre chantier de la veille, soit déconstruit pour pouvoir mettre en œuvre le nouveau bâtiment. Donc ça, ce sera le point majeur de notre offre, 2 points d'apport volontaire, la distribution négoce. Et vous allez voir dans quelques instants, je ne parle pas au futur, je vais parler au présent, puisque depuis février 2022, Vallelia se prépare et Vallelia a déjà plus de 150 points d'apport volontaire qui sont prêts à ouvrir dès lors que la filière se mettra en œuvre. Le deuxième sujet, c'est la déchetterie professionnelle, puisque nous savons très bien que l'ensemble des apports volontaires ne pourront pas recevoir ces bennes au niveau de la distribution négoce, même s'ils ont plus de 4000 m². Et donc, on viendra compléter ces points par des déchetteries professionnelles. Enfin, pour aller rapidement, vous, charpentiers, vous avez certainement suffisamment de volume. Vous avez sur les territoires peut-être un hangar dans lequel vous avez déjà des contenants à disposition pour éliminer vos produits en fin de vie. Eh bien, Vallelia viendra vous proposer un contenant spécifique directement sur votre site pour vous permettre en fait de déposer les produits en fin de vie. Et donc, cette collecte sera bien évidemment gratuite puisqu'elle répondra aux critères du tri 7 flux, puisque vous ne nous proposerez que des produits qui seront parfaitement triés. Quelques éléments pour vous dire qu'on est dans le réel et on n'est pas dans le futur. Chez Vallelia, on est dans le temps présent. Ce temps présent, c'est le 1er janvier 2023. Et ce temps présent, il va nous obliger très rapidement en 2023, en tout cas c'est notre objectif, à mettre en place ces dispositifs de collecte, pour ne pas parler d'un déploiement à 2024, 2025, 2026. Non, l'éco-contribution, vous allez la payer, vous allez la faire payer en 2023. Donc, nous devons, notre responsabilité en tant qu'éco-organisme, c'est bien de mettre en place ces dispositifs de collecte. Pour pouvoir les avoir, que ce soit au 1er janvier ou progressivement à partir du mois de mai, il faut bien qu'on prépare le terrain en amont. Et donc, c'est ce que nous avons fait chez Vallelia depuis février 2022 et c'est ce que nous continuerons à faire sur les quelques mois qui sont devant nous pour que le plus rapidement possible, au moment où vous allez payer cette éco-contribution, vous ayez le service de collecte. Alors, Monsieur Imbert, je suis désolée de vous presser, mais du coup, on arrive vraiment à la fin des 10 minutes. Du coup,
Est-ce C'est que vrai? vous pouvez Déjà? juste conclure sur, et oui, malgré, effectivement votre introduction, promettant de faire moins de 10, je vous promets Eh que ouais, j'ai pas c'est triché la sur, passion. C'est la passion. Du coup, exactement, voilà, je vous laisserai découvrir, en nous interrogeant, parce que du coup, bien sûr. un des sujets qu'on va défendre fortement chez Valdelia, c'est la relation directe, avec, nos équipes. Nos équipes, Mmh. je vous l'ai dit, hein, qui existent depuis, maintenant pratiquement plus de 10 ans. Donc interrogez-nous, appelez-nous, posez-nous la question. Je ne sais pas comment on enlève le partage. Pas de Ça va souci, bien je se vais le passer, je faire, suis ne vous sûr. inquiétez pas. Mais Voilà, merci en donc tout cas pour n'hésitez votre pas à l'enlever. présentation, et oui, on prendra effectivement des questions, notamment celles qui, je l'espère, vous seront destinées, par la suite. J'en profite peut-être, pour vous rappeler qu'on peut également, distribuer vos supports si vous le souhaitez, si vous me les faites passer, avec, voilà, ce qui a été présenté, aujourd'hui. Je vais redonner du coup, la parole à Marine pour la présentation de Valobat, et puis effectivement, on passera aux échanges, qui pourront permettre d'éclaircir, certains points si besoin. Alors Marine, on voit votre présentation, par contre, on ne vous entend pas. Ah beh oui, et là, c'est mieux? Et là, c'est beaucoup mieux. On ne vous voit pas, mais on vous entend. On vous voit maintenant. Très bien. Très bien. Et là, vous voyez la présentation en grand? Oui, oui, oui. Ouais, OK, très bien. Donc, un petit mot sur, Valobat. Valobat, c'est un éco-organisme qui a été créé, il y a plus d'1 an et demi, qui vise, à, justement mettre en place la filière REP sur le secteur du bâtiment, et uniquement le secteur du bâtiment, qui est un secteur dans lequel on retrouve une diversité de produits, une diversité de métiers, et puis aussi de, taille de metteurs sur le marché. On va retrouver à la fois des industriels ainsi que, des plus petits, artisans. Et donc notre objectif, ça a toujours été d'être représentatif, du secteur du bâtiment, en intégrant dans notre gouvernance à la fois des industriels. Donc vous retrouvez, parmi les acteurs du bois, des acteurs, que vous connaissez, hein, en bas de l'écran, comme Monesef, comme le groupe SIAT, Suisse Chrono, Beaulieu International Group, qui vont être plutôt sur, tout ce qui est, revêtement de sol. Des distributeurs qui sont, pleinement, impliqués dans le cadre de la, REP bâtiment, avec, notamment, des acteurs, des distributeurs qui sont sur le bois comme GEDEX, avec, tous les, points de vente Gedibois. Saint-Gobain Distribution, où vous allez, retrouver, tous les, points de vente, Panneau France, notamment. Et puis, on a également intégré à notre gouvernance des organisations professionnelles, la Fédération nationale du bois, que vous connaissez, très bien, j'imagine, ainsi que, l'UICB, l'Union des industriels, et constructeurs bois, qui vont justement pouvoir représenter les plus petits metteurs sur le marché dans l'ensemble des décisions qui sont prises au sein de Valobat. La deuxième spécificité aussi, c'est que, on est dans une optique de co-construction avec, les metteurs sur le marché pour avoir, une filière REP qui soit le plus cohérente par rapport aux enjeux de chacune des filières, et donc notamment sur la filière bois. On travaille au sein du comité de secteur bois. On a identifié la liste des produits assujettis, ce qui fait que vous allez, reconnaître le CLT, le lamellé-collé, parmi, les listes de produits. Demain, il faut qu'on remette à jour aussi, effectivement notre barème au vu des évolutions qu'il y a eu, mais vous identifierez le bois d'ossature, le bois de structure, de charpente. Et puis on a travaillé aussi sur le barème pour qu'il soit le plus optimisé, possible. Travailler sur, les unités, de déclaration. Sur le bois, on travaille davantage sur, du mètre cube, et puis définir ensemble des tarifs, qui soient justes, qui vont permettre de, mettre en place ce système de collecte, de gestion des déchets du bâtiment, tout en grevant au moins votre budget. Et donc demain, on travaillera sur, la construction des critères d'éco-modulation, le fait de pouvoir moduler à la hausse ou à la baisse, les, montants d'éco-contribution en fonction de, leur impact, environnemental. On travaille aussi avec, les distributeurs, on pourra en parler davantage si vous êtes intéressés. Et donc, nos engagements chez Valobat, c'est vraiment d'être l'éco-organisme leader sur, le secteur du bâtiment, sur, la filière bois, de travailler,
pour les acteurs du bâtiment et de pouvoir entraîner toute la profession, de sorte à pouvoir, développer des vrais projets de R&D qui pourront bénéficier à tous, d'être, dans une optique, de co-construction, d'avoir un dispositif simple d'adhésion. On va pouvoir le voir ensemble, notamment pour les TPE et les artisans. Et puis, on n'est pas que des leveurs d'éco-contribution. Notre idée, c'est bien de vous accompagner dans votre stratégie environnementale et de, vraiment travailler sur la mise en place de l'économie circulaire sur la filière du, bâtiment et du coup sur les produits bois. Une fois qu'on s'est dit ça, maintenant vous vous intéressez aussi, concrètement, comment vous vous mettez, en conformité par rapport à vos obligations réglementaires avec un peu cet enjeu du 1er janvier. La première étape pour vous en tant que metteur sur le marché potentiel, ça va être de signer un contrat d'adhésion auprès de l'éco-organisme. Chez Valobat, ça se fait, en quelques clics. Concrètement, heu il indique que, vous déléguez votre obligation légale de metteur sur le marché à l'éco-organisme et que nous, on s'engage justement à mettre en place ce système de collecte, des gestions du bâtiment et donc vous engager à, faire une déclaration annuelle de vos mises sur le marché, on va y arriver et à vous acquitter d'une éco-contribution, pour chacun de ces produits. C'est le même barème pour tous pour des questions d'équité. On a aussi commencé à évoquer le principe de, répercussion, de refacturation de l'éco-contribution pour, éviter les négociations potentielles avec, vos clients. Chez Valobat, on vous demande effectivement de refacturer le montant d'éco-contribution dans le corps de la facture par, ligne de produit pour, plus de lisibilité, sur, les produits qui contribuent ou non à la REP bâtiment. Aujourd'hui, on est en lien avec, vos ERP pour, vous accompagner sur ces sujets et vous avez également, tout un guide à votre disposition pour, voir comment mettre ça en place au sein de, votre entreprise. Une éco-contribution, c'est quoi? Je vais y arriver, je vais présenter ça très brièvement. Donc Valobat, c'est un éco-organisme, une entreprise à but, non lucratif d'intérêt général. À but non lucratif, pourquoi? Parce que les éco-contributions permettent, seulement de, couvrir les coûts, liés, à la gestion à la mise en place de l'éco-organisme, donc des coûts de gestion opérationnelle des déchets du bâtiment, faire en sorte que, on gère cette filière de la manière la plus efficace à travers, différents choix, notamment sur, la collecte, sur les chantiers qui génèrent plus de 50 m3 de déchets et puis d'autres coûts qui vont être liés à la mise en place de R&D, travailler sur l'éco-conception des produits, travailler sur, la communication auprès de la filière, la sensibilisation de tous les acteurs qui sont dans le secteur du bâtiment. On a travaillé, comme je vous l'ai indiqué, sur un barème d'éco-contribution où on a des unités, qui sont opérantes par rapport à vos différents produits que vous pouvez, retrouver sur internet. Vous tapez, le nom de votre produit et puis, logiquement, il devrait apparaître dans les exemples, qui sont proposés. Donc un outil qui est assez simple et intuitif et ensuite en termes de, déclaration, ce qu'on propose donc, c'est, un système qui est différent, que celui qui a été cité, précédemment. On est sur, une déclaration qui va être annuelle. Donc par exemple, pour 2023, si vous déclarez vos mises sur le marché de 2022 ou alors un prévisionnel de 2023. 2022, c'est une année blanche, mais ça sert de base de calcul pour les éco-contributions de 2023. Il y a une facture qui est prélevée en 4 acomptes à la fin des différents trimestres et puis en 2024, vous déclarez vos mises sur le marché réelles, réalisées sur l'année 2023 et donc il y aura une régularisation qui sera faite et ça servira de base de calcul pour l'année 2024. L'idée étant vraiment de vous simplifier vos démarches administratives. Pour les plus petits artisans, les plus petites entreprises, on a également, un régime de déclaration qui est simplifié, basé sur le chiffre d'affaires. Si vous faites moins de 1 000 000 € de chiffre d'affaires, tous produits confondus, il y a aussi un système d'éco-contribution calculé sur, une base d'un pourcentage de votre chiffre d'affaires. Donc finalement, pour vous, quelles sont vos prochaines étapes? C'est choisir votre éco-organisme partenaire. Évidemment, on espère que ce sera Valobat. Signer votre contrat d'adhésion, vous préparer à répercuter cette éco-contribution et on met tout en œuvre pour vous y accompagner en lien avec, notamment vos ERP
pouvoir sensibiliser vos clients sur cette mise en place de la REP, commencer à communiquer dans vos devis sur l'arrivée de cette éco-contribution et puis, vous préparer à votre déclaration et donc Valobat vous propose un simulateur sur lequel vous pouvez, justement, voir un petit peu comment se passera cette déclaration et je vois que le temps passe assez vite. On a différents guides pour vous accompagner, guide de l'adhérent, guide de répercussion de l'éco-contribution. Pour les distributeurs, tout un guide pour savoir comment mettre en place ces points de reprise sur lesquels on vous accompagne, opérationnellement et un dernier point, sur la manière dont on va, gérer les déchets au sein de Valobat, des solutions différentes en fonction des, typologies de chantier. Pour les, plus petits chantiers qui génèrent moins de 50 m3 de déchets, on est en lien avec les déchetteries publiques, les distributeurs, les déchetteries professionnelles qui pourront reprendre les déchetteries et des artisans de demain, de sorte à ce qu'il y ait, un point à moins de 10 km ou 20 km du chantier. On travaille aussi sur des, gros chantiers, alors on intervient en financier. L'idée, c'est justement de ne pas casser des dynamiques qui étaient déjà existantes, mais, de voir comment Valobat soutient, le tri concrètement, sur ces chantiers. Et le dernier point, notamment pour les artisans, il y avait un menuisier parmi nous, un contrat entrepôt. Si, vous collectez plus de 12 menuiseries, vitrées, par mois, il y a la possibilité que, Valobat vienne directement, les reprendre dans votre entrepôt. Merci Voilà un Marine. petit peu pour moi. Voilà, et merci Merci. merci à tous d'avoir tenu le timing. Merci vraiment à vous 3 pour vos explications de ce soir. Je vous propose que l'on revienne déjà sur les questions qui ont été posées par écrit et puis de prendre les questions des participants, par oral, par la suite. Il y avait un petit point, un retour, suite à la présentation sur la réglementation de manière générale, à savoir pour les scieries qui sont également négoces, qui ont une part d'activité négoce, sont-elles assujetties à la mise en place des points de récupération si leur surface de vente est supérieure à 4 000 m²? C'est bien le cas? Qui veut se lancer? Je peux me lancer en tout enfin, je me Vas-y lance. Marine, Allez-y. you get the Allez. flow, go! Je Sois pas continue. timide. Effectivement, à partir du moment où vous avez, une surface de vente, donc surface de vente, stockage et puis, cours des matériaux, comprises, vous êtes bien soumis à cette obligation, de, point de reprise. On ne comprend pas tout le site de fabrication, dans ces 4 000 m². D'accord, merci. Il y avait, une autre question. Quelle est la place des entreprises spécialisées qui gèrent aussi d'autres matériaux, plastique, carton, gravat, dans ce dispositif? Est-ce que l'un d'entre vous souhaite répondre? Et du coup, on en fait une chacune si ça vous va, Denis. Allez, du coup, sur celle-ci, Vas-y, Arnaud. ce qu'il faut avoir en tête, en fait, c'est qu'il y a deux dispositifs distincts. Il y a ce qu'on appelle le point de maillage. Et donc, le point de maillage doit récupérer les 7 matériaux, les fameux 7 flux, hein, inertes, bois, carton, enfin bois, ferraille, etc., etc. Et il y a ce qu'on appelle le point de collecte. C'est-à-dire que quand vous n'êtes qu'un distributeur de bois, on va vous demander en fait de ne récupérer que le bois. C'est ça que dit la réglementation. Et donc, si vous voulez en récupérer plus, pas de souci, vous pourrez le faire. Vous serez alors à un point de maillage. Et donc, il y aura 7 contenants qui vous seront mis à disposition. Alors, 7 ou moins. Mais si votre volonté, c'est de ne récupérer que ce que vous avez vendu, c'est-à-dire que du bois, on ne vous mettra à disposition que des contenants pour le bois. Et vous aurez la possibilité de ne récupérer auprès de vos clients que cette fraction bois. Très bien, ça me semble très clair, je vous remercie. Alors Une petite précision à apporter oui. peut-être sur la place des entreprises spécialisées. Je vois que vous parlez de plastique, de carton. Attention, tous les déchets, tous les déchets d'emballage aujourd'hui ne sont pas pris en compte dans le cadre de la REP bâtiment. Ce sera dans le cadre d'une nouvelle REP qui arrivera en 2025 et donc après chacun a des modalités, différentes de, gestion, des déchets du bâtiment, une partie en opérationnel, une partie en financier. Voilà, peut-être préciser votre question au besoin. Je vais passer à la question justement qui permet de préciser peut-être. Faut-il donc avoir 2 intervenants pour avoir une benne sur chantier? 2 intervenants.
Comment vous comprenez la question? Ah oui, par rapport Voilà, au gestionnaire un de déchets. éco-organisme et une entreprise classique, voilà, c'est ça. Non, alors justement, le principe de l'éco-participation, on l'a rappelé, la finalité de tout ça, c'est la collecte et le recyclage à titre gratuit, on va dire, et pris en charge par l'éco-organisme. Donc là, les modalités, et notamment sur l'année 2023, en ce qui nous concerne, nous, on sera très orienté opérationnel et par conséquent, quand un opérateur sera déjà en place, on s'autorisera la possibilité de le laisser en place et que la collectivité ou l'opérateur, si c'est un distributeur ou un négociant, puisse continuer de travailler avec cet opérateur, ce gestionnaire de déchets, quitte à avenanter son contrat, à le faire évoluer. Et nous, on interviendra en tant qu'éco-organisme uniquement sur la partie assujettie à la REP bâtiment. Hein, donc, l'idée, ce n'est pas de multiplier. Alors, l'autre cas de figure, ça peut être aussi un point de collecte dans lequel il n'existait pas de collecte historique et auquel cas, là, le distributeur, le négociant ou la déchetterie, enfin pas la déchetterie, mais si on parle du négociant, du distributeur, peut souhaiter que l'éco-organisme prenne en charge le contrat directement et le finance. Ça, c'est aussi possible sur le périmètre, encore une fois, assujetti à la REP PMCB. Mais l'idée, c'est de s'articuler avec l'existant lorsqu'il y a un existant. Parce que dans la question, là, je comprends qu'on est dans un cas de figure où il y a déjà un historique avec des collectes, comme on vient de le rappeler, de cartons, de DIB. Bah, l'idée, c'est plutôt d'avenanter et de faire évoluer les prestations en cours pour que nous, on puisse intervenir et financer et les prestations rentrant dans le périmètre de l'arrêt. Très bien, merci pour cette précision. Il y avait une question sur le financement du point de collecte. Du coup, est-ce que vous pouvez repréciser les choses qui financent quoi, dans le cadre de la mise en place de cette REP? Je me lance? Ou allez-y, Denis, Ouais, enfin, chacun a ses modalités différentes, donc allez-y. oui, il y a des nuances là. Allez-y. Ah, ouais, sur le point de collecte, deux choses. Il y a ce qu'on a évoqué sur la partie collecte, tri, transfert, traitement. C'est-à-dire que ça, c'est l'éco-organisme, enfin, et c'est Éco-Maison qui se propose naturellement, dans le cadre de son agrément, de financer cette prestation. En plus de cette prise en charge, il y a ce qui a un soutien, on va dire, forfaitaire, qui a deux lignes. Une ligne qui est liée au type de contenant qu'on met en place. Et donc, en fonction de la volumétrie des contenants, il y a un montant forfaitaire par contenant. Ça, c'est pour, entre guillemets, compenser l'utilisation des mètres carrés sur place. Eh bien, on paye au point, au distributeur, au négociant, l'emplacement qui est pris par ces contenants. Et puis, il y a une deuxième ligne de financement forfaitaire à la tonne, de 20 € la tonne, pour, entre guillemets, là aussi, participer au surcoût, notamment lié à l'accueil, puisqu'on le sait, dès qu'on va mettre en place ce genre de point, enfin, en tout cas, nous, c'est notre expérience, mais c'est l'expérience de tous ceux qui ont essayé, je crois. À partir du moment où on accueille des déchets sur un site, il faut absolument prévoir un accueil physique avec des consignes qui sont clairement exposées et puis surtout s'assurer que les apporteurs respectent les règles du jeu. Parce qu'on peut compter sur la bonne volonté des apporteurs, très souvent c'est le cas, mais il faut mieux s'en assurer avec un accueil physique. Et pour derrière, financer, prendre en charge cet accueil, on propose ce soutien forfaitaire de 20 € la tonne. D'accord, merci. Est-ce que donc il y a d'autres modalités? Voilà, c'est ça, côté Valobat et C'est Valdevia. ça. Peut-être pour venir sur les modalités d'intervention, je pense qu'il faut bien séparer l'intervention. Enfin, il y a différentes modalités en fonction de la taille du chantier. Un chantier qui génère 50 mètres cubes, plus de 50 mètres cubes de déchets, vs un chantier qui en génère moins. Sur le chantier qui génère moins de 50 mètres cubes de déchets, à ce moment-là, c'est les artisans notamment qui vont pouvoir amener leurs déchets sur un point de reprise. Chez Valobat, les distributeurs qui mettent en place des points de reprise sont accompagnés opérationnellement dans la mise en place de justement ces points de reprise, de ces points de maillage. On les accompagne sur le schéma justement opérationnel de reprise. Quelle benne je prends, quelle est leur taille, comment je l'aménage. On a tout un guide à cet effet pour vous accompagner. Donc, un accompagnement opérationnel. On prend en charge la gestion des contenants qui seront mis à vos dispositions. Donc,
mise en place des contenants sur votre site et puis la rotation et ensuite le traitement des déchets. Et en plus, on vous accompagne financièrement puisque, comme l'a dit Denis, il y a des coûts qui vont être liés à la mise en place au fait qu'il y a un agent d'accueil qui va accueillir les détenteurs de déchets. C'est du foncier, c'est des potentiels investissements. Donc, ces coûts chez Valobat, ces soutiens chez Valobat, ils ont été calculés à partir de business models concrets de distributeurs qui avaient mis en place des points de reprise. Ça, c'est pour le volet point de reprise. Et puis après, je reprends juste la question d'Anne-Céline sur les 2 intervenants pour avoir une benne sur chantier. Sur les chantiers qui vont générer plus de 50 mètres cubes de déchets, le choix qui a été fait chez Valobat, c'est que l'entreprise générale va continuer à contractualiser avec ses opérateurs de gestion habituels, puisque voilà, on ne va pas intermédier cette relation. Par contre, on va venir financer justement le traitement des déchets à partir du moment où ils vont être massifiés sur le point de reprise et puis progressivement, comme l'indique le cahier des charges, la collecte des déchets sur chantier aussi. Donc, 2 modes d'intervention vraiment en fonction de la taille du chantier. D'accord, merci pour ces précisions. C'est vraiment un point de différenciation entre chaque éco-organisme. Et du coup, on a tous des modalités. Donc, je ne vais pas vous faire le catalogue de toutes les modalités. Appelez-nous, renseignez-vous. Voilà, on pourrait se battre pendant des heures en disant mais moi, je donne 10 €, moi, machin, etc. Non, mais voilà, avançons dans les questions. Appelez-nous parce qu'on a vraiment des modalités qui sont toutes différentes. Un point précis sur les chantiers, Val-d'Elia intervient directement pour prendre en charge 100% des coûts liés au chantier dès 2023. Et sur les points d'apport volontaire, en fait, on a un soutien à la tonne qui est de 80 € tonne. Mais une fois qu'on a dit ça, en fait, on n'a rien dit puisque du coup, c'est toutes les modalités qui vont être derrière ces différents tarifs qui vont être importantes. Donc, appelez-nous directement. Nos équipes sont là pour vous répondre de façon spécifique. Bien, merci tout de même pour ces précisions. Est-ce que nous avons de nouvelles questions qui peuvent arriver? L'éco-organisme est une entreprise classique. Un éco-organisme, ce sont des sociétés privées. Hein. On est bien dans le registre de la société privée, mais avec quand même une nuance de taille, c'est qu'on a une mission d'intérêt général qui est encadrée par un agrément. Et donc, je crois que c'est Marine, et puis je crois qu'Arnaud l'a repris aussi. Nos entreprises n'ont pas vocation à faire de bénéfices. Hein. Notre mission d'intérêt général englobe et encadre complètement notre mode de fonctionnement. Hein, donc, tout l'argent qu'on va collecter par les éco-participations va être fléché dans le seul but de collecter, de recycler les matériaux qui sont inscrits dans le périmètre en question. D'ailleurs, on utilise abusivement souvent dans les échanges, on entend la notion de taxe, et effectivement, ça ne peut pas être une taxe dans la mesure où elle n'est pas perçue par les pouvoirs publics, mais par des éco-organismes. Et je dirais ce qui peut être rassurant dans le dispositif que l'on incarne, c'est que demain, on n'utilisera pas les éco-participations pour autre chose. On n'ira pas financer je sais pas, une maison de retraite ou autre service public, puisque constitutivement, on est agréé pour lever cette éco-participation et l'affecter strictement à cet usage. Donc, c'est une forme de garantie voilà, quant à l'utilisation de ces éco-contributions. Bien, je vous remercie pour Mais cette on est précision. des sociétés privées. Ok. S'il y a une dernière question à l'oral, on peut la prendre. Si quelqu'un souhaite ouvrir son micro, poser une dernière question. Sinon, je rappelle effectivement que ce replay sera disponible lundi auprès de FIBO Auvergne-Rhône-Alpes et envoyé aux inscrits à ce webinaire, qu'on pourra également faire passer à ces inscrits les supports de présentation qui ont été projetés. Donc, je vous invite tous les 3 à me faire passer la partie de présentation de vos éco-organismes justement pour diffusion. Je vous remercie encore, à vous qui avez pris du temps pour présenter vos structures et cette réglementation, et puis aux participants également. J'espère que cela aura ramené des réponses sur cette nouvelle réglementation. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée, merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Et bon courage à tous. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Oui, on est là. Merci Arnaud de ces mots positifs et d'encouragement. Merci Arnaud.